Bonsoir. Une autre soirée d'analyse de l'information s'annonce devant nous. Vous le savez désormais, tous les jeudis, votre rendez-vous passe en mode décryptage. En compagnie de nos experts maison, nous reviendrons sur les points saillants de l'actualité de la semaine. Le vent de rapprochement qui souffle sur la scène politique nationale, le mécontentement du collectif des docteurs non recrutés au niveau de l'enseignement supérieur, tous ces éléments seront, vous le savez, passés au peigne fin dans quelques instants sur notre plateau. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie pour ce rendez-vous du décryptage et c'est jeudi. Jeudi, c'est l'acte 4 du rendez-vous, ils sont 4 sur le plateau. Je ne vais pas faire comme quelqu'un que je connais pour avoir des symboliques. Enfin bref, vous avez compris. André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ouais, ça va plutôt bien. Alors, je peux vous exprimer ce que tous les autres sur le plateau pensent? Ils pensent sans doute que j'ai quand même arboré une très très belle tunique. Voilà. Et cette tunique permet de valoriser non seulement la création africaine, mais l'Afrique tout court, avec un petit rappel de masque, tout ça. Bon, d'accord, ben justement, toute la question c'est, n'allez-vous pas dans quelques mois ou dans quelques années, un jour, décider d'un processus de restitution? Je vous rassure, ça n'a pas été fait par nos ancêtres, mais plutôt par leurs descendants. Donc, Très bien. Élisée, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va bien? Très bien, content. Vous? Ça va, je vais très très bien, merci. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brice. Ouais. Ça va? Ça va très très bien. Merci. Ça va. Pascal, je vous ai gardé pour la fin. Je vous remercie. Bonsoir Brice. Bonsoir. Bon, une belle soirée de décryptage qui s'annonce devant nous. On va tout de suite y aller, juste après ceci. Politique nationale, c'est en général le premier point de décryptage. Et puis on parle comme un air de rapprochement. J'en veux pour preuve la rencontre entre Pascal Affi-N'Guessan et Alassane Ouattara au palais présidentiel ce jeudi 28 septembre. Il dit lui-même, lorsqu'on rencontre le président de la République, on parle des affaires de la République. C'est signé Pascal Affi-N'Guessan. Cet air de rapprochement-là, bon, il y a d'autres indicateurs dont on aura l'occasion de parler sur le plateau. Mais déjà, cette rencontre, je n'ai pas envie de le dire au sommet, mais en tout cas, cette rencontre assez importante fait déjà penser aux uns aux autres qu'on est dans une forme de rapprochement que vous partagez ou pas sur le plateau? Non, voilà, justement, fait penser aux uns aux autres, sans doute aux uns, mais pas aux autres. Oui, parmi lesquels moi je suis. Non, moi je pense qu'on devrait plutôt se féliciter. On l'a fait quand il y a eu des rencontres avec le président Bédié, le président Gbagbo également. Bon, voilà, pour moi, ça s'inscrit dans le même ordre. Je comprends pas pourquoi on devrait soupçonner donc la visite de Affi-N'Guessan comme s'inscrivant plutôt dans un calcul politique, alors que d'autres présidents de partis ont été reçus par le président Alassane Ouattara. Ça n'a pas posé de problème, mais ma propre lecture, c'est que c'est dans l'ordre républicain. Je pense que le président de la République doit de temps à autre essayer de sentir le pouls de la situation à travers justement le regard des hommes politiques ou des adversaires politiques. Ils ont parlé de réconciliation nationale, de paix, ils ont parlé de stabilité, de la libération de personnes détenues dans le cadre de l'élection présidentielle d'octobre 2020 et des perspectives de l'élection 2025. Pour vous, tout va bien dans le meilleur des mondes, Pascal? Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'au-delà de ces différentes rencontres, se pose la question de positionner le chef de file aujourd'hui de l'opposition ivoirienne. C'est un des enjeux qu'il faut avoir en tête parce que quand on a des échéances, quelles qu'elles soient, et à quelques moments qu'elles se présenteraient, aujourd'hui, l'opposition, bien malin, qui dira qui en est le chef de file. Donc il y a un enjeu à démontrer par sa capacité à montrer au peuple ivoirien qu'on peut endosser les habits d'un chef de file de l'opposition, ce qui sous-entend un dialogue avec le pouvoir en place, en attendant que se remettent en place les cadres d'échange qui existaient entre le pouvoir et l'opposition et toute l'opposition. Je pense que les différents leaders de l'opposition vont tous y passer. Et très bientôt, je m'attends à une prochaine visite, par exemple celle d'autres leaders importants. On sait tous à qui on pense. Élisée Bolugbe, vous qui aimez beaucoup les symboliques,
Qu'est-ce que vous évoque celle-là, cette rencontre? Bon, moi, personnellement, je pense que c'est... On sentait ça venir, hein, on sentait venir d'une telle rencontre. Si on veut s'en tenir au propos même de M. Affi-N'Guessan qui lui disait que c'était une audience qui avait été demandée depuis belle lurette. Et pour des questions d'agenda, finalement, c'est maintenant que cela s'est fait. Je vais faire mon bois. Dites-moi, Élisée, est-ce que vous ne pensez pas que le timing est trop parfait? Mais je n'ai pas fini. Voilà, je suis en train de faire mon développement. Le timing, effectivement, est exactement parfait. Mais je voudrais dire qu'on se rappelle une chose. C'est-à-dire quand on sort de la parenthèse tumultueuse de la présidentielle d'octobre 2020, on a vu tout de suite, tout ce qui a prévalu, l'arrestation. On a vu que quand le Premier ministre Affi-N'Guessan a été libéré, il a rencontré le Premier ministre Ahmed Bakayoko en son temps, déjà pour créer les conditions de la décrispation. Et après ça, on a vu un certain nombre d'actes qui ont été posés ou d'actes qui ont été posés dans le sens de la décrispation. Comme je le dis, il y a un enjeu dans cette visite, parce que même si c'est vrai que c'est pour des intérêts d'ordre, disons, national, comme il essaie de l'expliquer le Premier ministre, mais on ne perd pas de vue que derrière, il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique en ce sens qu'aujourd'hui, on sait plus ou moins la position du président Pascal Affi-N'Guessan vis-à-vis, je dirais, de l'ensemble ou bien du reste de l'opposition, notamment du PDCI et du PPACI. Et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une relation en odeur de sainteté entre le FPI et ces deux formations politiques. Les recevoir aujourd'hui au niveau du RH, bon, le président, c'est vrai, il l'a reçu en tant que président de la République, mais on ne peut pas de vue qu'il reste le président du RHDP. Donc, il y a le parti au pouvoir. Et dans les propos, je pense qu'il y a quelques éléments quand même qui trahissent un peu Pascal Affi-N'Guessan quand il dit c'est vrai qu'on est dans la République, on est républicain. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on puisse essayer de discuter des questions, on apaise un peu et on allait voir le président pour qu'il puisse libérer le président. Je trouve moi que c'est un discours vraiment policé. Mais derrière, je ne serais pas surpris que dans les semaines à venir, dans les jours à venir, on voyait un rapprochement beaucoup plus poussé entre le FPI et probablement le RHDP. Vous voyez plus une rencontre entre deux hommes politiques, entre deux partis prépare politiques quelque chose probablement en rapport aux échéances futures. Ce ne sera pas la première fois que les deux partis vont s'allier. Alain Toussaint, plus globalement. Écoutez, je relève que cette visite du Premier ministre ou de l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan au président de la République est la deuxième du genre. En 2016, le 21 janvier, Pascal Affi-N'Guessan et des membres de son parti avaient rencontré le président de la République pour parler quasiment des mêmes sujets, notamment le dégel des comptes, la libération de personnes détenues à l'occasion de la crise post-électorale, pour parler également des élections. Je pense que c'est un signe important de décrispation. Et c'est aussi pour moi, je pense, une forme de résurrection républicaine de Pascal Affi-N'Guessan. On est tous conscients ici de ce qu'il a traversé, subi ou supporté après l'échec lamentable du boycott actif lancé par l'opposition, dont il incarnait l'une des figures un peu radicales. Et je pense que là, il revient un peu à ses fondamentaux, parce que lui, il a toujours été véritablement un homme de dialogue. Quand il avait ouvert le dialogue avec le gouvernement, notamment par le biais de Feu Ahmed Bakayoko, on l'avait accusé d'avoir trahi Gbagbo, etc. Alors qu'il a toujours demeuré, en fait, le pont, le lien entre l'opposition, dont il était la figure principale avant le retour de l'ex-président Gbagbo en Côte d'Ivoire, et le pouvoir. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il reprend son bâton de pèlerin pour entretenir ce dialogue, mais en même temps, c'est aussi la démarche d'un homme qui est scellé, qui est isolé dans le camp de l'opposition, parce que les deux ex-présidents, Bédié et Gbagbo, vont, je pense, inévitablement s'allier, et Pascal Affi-N'Guessan a besoin aujourd'hui peut-être de revoir son logiciel et trouver les conditions d'un rapprochement politique avec le président Ouattara. Oui, mais enfin, c'est vrai que la lecture politique, elle est naturelle. On ne peut que la faire, même si moi, dans un premier temps, je ne pense pas qu'elle soit vraiment la plus importante au regard de la stature de l'hôte, c'est-à-dire Alassane Ouattara, qui invite. Donc, mais j'entends vraiment les propos de mes voisins, notamment Pascal qui parle de la question même de leadership donc, au sein de l'opposition. Si vraiment je devrais rejoindre son analyse, c'est que je pense que cette rencontre a aussi pour but de relever un peu puisque je parlais de stature, de relever aussi la stature d'Affi-N'Guessan. C'est-à-dire que voilà, on reçoit Bédié, on reçoit Gbagbo. Si on doit recevoir quelqu'un pour montrer qu'il a aussi le niveau de ses ex-présidents, c'est sans doute Affi-N'Guessan. Donc ça aussi, je pense que c'est une lecture qu'on peut entendre.
Je partage vraiment cet avis. Maintenant, après... La question du timing pour vous? Après, la question du timing, je pense que tout président de la République qu'on est, on reste toujours un homme politique. Donc je reste aussi convaincu que cela arrive au moment où il y a PPACI, cela arrive au moment où le PDCI parle de restructuration, parce qu'il voilà, il faut se préparer. Et il y a une vieille idée aussi de Ouattara qui était de rassembler, d'abord de rassembler les oufouettistes. Bon, il y a eu une cassure. Ben, il faut quand même aller récupérer. Il y a une cassure, l'UDPCI est parti. Donc, c'est toujours bon aussi pour lui, pour assurer vraiment l'hégémonie de son parti, de ramener encore d'autres acteurs qui pourraient... Bon, on sait qu'Afin Guessan a quand même un bastion. Et là, aujourd'hui, il y a Don Melo qui est là. Donc, il faut tout faire pour le rehausser, pour que, justement, il devienne aussi une sorte de butin de guerre qui va servir à assurer l'hégémonie de... Et puis, je termine là-dessus. Jean Bonnet, qui n'est plus donc dans les instances du parti, a déjà écrit pour... Bon, il reste quand même très écouté par Afin Guessan, qui a quand même suggéré que bon, il serait bon de revoir nos alliances, etc. Donc, politiquement, je partage l'avis de mes voisins sur le fait qu'il y a aussi un enjeu à ce niveau. Le fait même que le président Ouattara reçoive le président Afi, le président du FPI, en audience, c'est aussi l'expression d'une forme de réalisme politique. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à la formation de blocs, vous l'avez indiqué tout à l'heure, PDCI, Bédier, et PPACI, Gbagbo, contre le RHDP. Et il faut forcément que le président Ouattara, et y compris M. Afi, Nguessan, élargissent leur base électorale. Donc, je pense, dans la suite de l'article de Jean Bonnet, que cette séquence politique peut aboutir à quelque chose de plus approfondi dans la relation entre le parti au pouvoir et Pascal Affi N'Guessan, qui reste quand même un leader politique très important dans le pays. Alors, si on veut, très rapidement là-dessus, si on veut rester sur la question même d'une alliance politique qui se prépare, ça ouvre encore peut-être, j'allais dire, une particularité quand même de notre système politique, c'est que finalement, les alliances idéologiques, ça n'existe pas encore. C'est ça. C'est-à-dire que là, il faut vraiment peut-être que les politologues qui vont travailler là-dessus, aujourd'hui, on se le tienne pour dit, la réalité c'est que... Les libéraux se mettent à souhait avec les... Il n'y a pas de rapprochement idéologique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont très fâchés avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est très fâché avec eux. Ben, ils vont chez Alassane Ouattara. Peu importe de savoir si Alassane Ouattara, c'est un libéral pur et dur ou un libéral social. Enfin, ce qui importe aujourd'hui, c'est, en tout cas, comme a dit quelqu'un qui a bien imagé, comment je vais déposer aussi mes bagages dans la case pour pouvoir en profiter. Non, mais pourquoi non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Peut-être qu'aussi, ce qui importe aujourd'hui, c'est le bien des Ivoiriens. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est sans doute l'intérêt du pays aussi qui motive cette démarche. Excusez-moi. Non, moi, je ne parle pas seulement de la démarche d'Afi. Oui, non, mais de toutes les démarches. Oui, peu importe les alliances des uns et des autres. Ils se disent sans doute que telle ou telle personne peut incarner le mieux les aspirations des Ivoiriens et y apporter des réponses. Nous sommes en train de... Ouais, je pense quand même que ce que vous dites est juste, mais nous sommes en train de parler d'hommes politiques. Et d'hommes politiques, même quand l'action semble être une action qui va dans le sens de rassembler ou de motiver les intérêts de façon générale du pays, on ne perd pas de vue qu'il y a cette volonté-là aussi, quelque part, de pouvoir grappiller sur le volet politique. Cette rencontre, elle n'est pas anodine, dans la mesure où, pour ceux qui se rappellent, lorsqu'il y a eu les échanges, il y a eu la rencontre entre le président Ouattara et le président Gbagbo, à la sortie, le président Ouattara a dit que c'est des échanges qui vont se poursuivre et on va élargir les acteurs en fait, avec qui on va échanger. Je crois qu'aujourd'hui, en ayant avec soi le président Affi N'Guessan, puisqu'on sait qu'il y aura une discussion avec certainement tous les acteurs clés et autres, tout ça, pour voir dans quelle mesure... Ah, les acteurs clés. Oui, les acteurs clés. Oui, les acteurs. Parce que je ne suis pas sûr qu'on va recevoir Guedro demain. Hein. Non, les acteurs. Je sais qui, bon voilà. Donc... Non, bon, André Bois, tu sais exactement de quoi je vais parler. Monsieur Guedro Denis. Les acteurs clés. Donc, déjà c'est de planter le décor, avoir un allié avec soi, pour que dans les échanges, pour qu'éventuellement dans les négociations, dans les discussions, on puisse aussi avoir des éléments sur lesquels on puisse quand même, des leviers sur lesquels on puisse quand même jouer. Dans l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ouais, ben voilà. Mais exactement, c'est ça. Là-dessus, justement, cette phrase que vous dites est révélatrice. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il faudrait qu'on puisse arriver, dans un futur pas trop lointain, à faire comprendre que la démocratie peut être apaisée, que les antagonismes peuvent être forts, mais qu'on peut sortir de spirales
d'un certain nombre de spirales dans lesquelles nous sommes entrés depuis C'est un bon jeu plus de 20 démocratique ans. dans lequel on est. Aujourd'hui, Oui, mais des gens sont absolument, fâchés. c'est ce Les gens qui, c'est sont ce qui fâchés dans devrait leur groupe prévaloir. et Il ne que faut ça pas peut toujours m'arranger. Moi, voir. je Faut collabore pas avec toujours vous. voir. Ça, je me On démarque a un petit utilisé peu ennemi d'Élysée. parce que c'est la phrase qui est, elle sais est si bien, constituée. je sais Mais bien. moi, Je sais bien, mais on ne peut pas dire à ces militants que l'épine dorsale de son action, c'est la réconciliation. Et tout le monde dit ce mot-là maintenant au sein des partis, au sein du gouvernement, dans la population. Il y a une soif de sortir de ces années où chaque élection à venir, où chaque échéance électorale est source de peur. Et donc, aujourd'hui, le discours que tiennent les principaux leaders et les mouvements et groupes politiques qui sont en train de naître et d'arriver, c'est de dire pourquoi on est en train de remettre aujourd'hui en cause l'âge limite, des c'est candidats. limite, ouais. Parce qu'il y a une partie de la population qui dit, mais est-ce que le problème, ce ne serait pas d'écarter les leaders actuels pour qu'on retombe dans une forme de démocratie ou de politique apaisée? La question reste posée, moi je n'ai pas la réponse, mais ce que je dis, c'est que si eux montrent véritablement qu'on peut faire de la démocratie, de la gouvernance, même en désaccord, mais avec des accords qui n'aboutissent pas à des spirales de violence ou à des emprisonnements, à des exils, c'est un bon exemple et il ne faut pas toujours Mais voir Pascal, des calculs Permets-moi, politiques. Ok, d'accord. Élysée, sur ça. Moi, je voulais revenir sur Même l'exemple. si le chef de l'État reste le maître Le maître du game, le on peut maître parler du comme les jeu, jeunes. le maître du jeu, et que c'est lui qui établit le calendrier. Quand le président Afin-N'Guessan dit ça fait des mois qu'on a demandé l'audience, il le dit à dessein, il donne les raisons, mais on n'est pas dupe. Donc il faut aussi bien comprendre que le président de la République reste le maître du Ouais, jeu. parce que moi, je serais lui, à Figuessan, je ne savais pas trop s'il garderait son poste de président d'un parti. Il a envie de me rencontrer, je dis patiente un tout petit peu. Pourquoi À partir du moment où je sais qu'il est vraiment... et d'autres ont laissé l'enveloppe, il s'est dit, bon, je peux discuter avec Parce lui. qu'il y a eu des moments où on avait Ça plus peut être stratégique. plus de photos de M. Afin-N'Guessan avec le M. Henri Konan Bédié qu'avec... Bien sûr. et là, ça s'est C'est un le peu, game, ça s'est un c'est peu le jeu, inversé. c'est le jeu. Ouais, moi, politique. je voudrais quand même, je suis sur ce game-là qu'on évoque, et puis la jolie formule que vous avez sortie, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je dois dire, c'est ça qui va toujours fragiliser la politique en Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux qui sont les idées. Parce que quand on commence à gérer un pouvoir, ou bien à gérer donc, les affaires de l'État, ce qui gouverne, ce n'est pas l'ami ou mon ennemi. Ce qui gouverne, c'est l'idée que j'ai de la politique, l'idée que j'ai de la gestion publique. Qu'est-ce que j'entends faire justement des deniers publics? Est-ce que je renforce plus ceux qui créent de la richesse, ou bien je choisis plutôt la justice sociale, ou je choisis plutôt la redistribution? Je pense qu'on sera toujours dans cette formule d'ennemi-là parce que on ne privilégie pas l'idéologie. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, André. Si on n'est et pas je pense- d'accord, je le dis parce que- si on n'est pas d'accord, l'exemple, on le dit tout le temps, et on le vit avec ce que nous disent les hommes politiques. Il y a certains qui ne se reconnaissent toujours pas dans le gouvernement Laurent Gbagbo, alors qu'ils étaient dans ce gouvernement. Et aujourd'hui, on a entendu Billon nous dire qu'il était dans le gouvernement Ouattara, parce qu'à un certain moment, il s'est juste allié parce qu'il était ennemi à quelqu'un d'autre. Il n'avait pas de cohérence idéologique. Et ça pose problème. Allez-y. Non, allez-y, allez-y. Je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous, parce que dans tous les pays du monde, lorsqu'on institue un jeu démocratique, il y a le jeu des alliances également qui en fait partie. Donc, Mais c'est une base idéologique. Oui. Non, mais moi, Le souci en Côte d'Ivoire, c'est que, bon, André l'a déjà dit, hein, les alliances se font et ce défaut. au gré de l'inimitié qu'on éprouve à l'égard de tel ou tel acteur Est-ce politique. qu'on parlait C'est- d'inimité ou d'intérêt? Je pense que c'est C'est d'abord inimitié. ça. Et puis, Pas d'intérêt. voilà, les intérêts forcément qui sont motivés par la captation du pouvoir et de tous les avantages qui vont avec. Moi, je voulais juste évoquer un point abordé par M. Afin-N'Guessan après son audience, c'est de préparer maintenant les conditions de la présidentielle 2025. Parce qu'on connaît Ça, c'est intéressant. les mots principaux dont souffre notre pays. À l'approche des scrutins électoraux, on a toujours des soucis avec la commission électorale, Le la liste fichier électorale, électoral, ouais. l'enrôlement, etc. Et il fait bien de le dire maintenant. Et je les pense conditions que, de candidature. exactement, c'est un appel quand même très clair au gouvernement et également aux élus du peuple. Voilà, parce que hier, avant-hier, on avait reçu M. Hubert Oulay et hier Jean-Luc Billon. Et je pense que c'est la responsabilité de ceux qui sont élus
les sénateurs, les députés et autres, aujourd'hui, de poser ces questions-là afin qu'un de an les ou deux régler. avant et de les régler, qu'on ait des solutions pour éviter encore de retomber dans les drames du Avec la passé. pression du temps. Bon, alors moi j'ai une petite question. Tout le monde parle de réconciliation ces derniers moments. J'ai envie de dire, on veut parler de réconciliation qu'avec le chef de l'État. Parce qu'on a quand même un ministre de la réconciliation, mais je n'ai pas beaucoup vu, ou je n'ai pas beaucoup vu ces acteurs politiques là qui parlent de Oui, réconciliation. mais c'est un régime présidentiel. Ouais. On sait que c'est lui qui donne le cap, c'est lui qui donne voilà, celui qui définit un peu le cadre dans lequel on travaille. Mais- Le mais ministre si je est veux- là pour... Mais Si entre, je veux- mais si je entre veux- même, si ils je veux- peuvent mais aussi si je veux même- si initier je veux même- des... si je veux même rebondir sur ce que Brice est en train de dire. On se pose donc la question, mais Ah, alors bon. qu'on est un ministre de la Justice, alors qu'on a des magistrats, pourquoi on vient demander au chef de l'État de libérer des prisonniers? C'est ça. Mais parce que c'est... Ouais. C'est ça. Non, mais non, Mais parce que la Constitution je- lui donne ces prérogatives-là. Je viens Il mettre va- de il l'eau va- à ton il va- moulin, allez-y, justement, oui, oui. voilà, pour dire qu'en réalité, même quand... C'est comme ça que nos États fonctionnent. Arrivé à un certain moment, comme on est un régime très présidentiel, où le chef de l'État est pratiquement celui-là qui a tout pouvoir, même quand le ministre, à qui même on va soumettre une doléance pour pouvoir avoir une solution, va vous dire, bon, je reviens. Mais dans son je reviens, en réalité, il va consulter et avoir l'avis du président sur cette question. Donc, au lieu de faire tout ce cheminement, là, bon, on se dit, ben, il faut qu'on en parle, on parle directement avec le président, parce que là, la réponse qu'on a, c'est une réponse qui, pour nous, sera une réponse définitive celle et qui de va donc l'État. ouvrir les brèches pour qu'on puisse C'est tout mon entrer choix dans- d'assertion. Non, juste C'est mon une- choix d'assertion. Non, juste une précision, Pourquoi quand parler même. aux anges quand on peut parler à Dieu, c'est ça? Non, mais non, juste une Un peu, précision oui. quand même. Une fois qu'on a dit ça, la réalité aussi, c'est que le ministre de la Réconciliation nationale a quand même bossé ces temps-ci. Hein. Bien sûr. Il a reçu des exilés qui sont arrivés. Enfin, Ce ne sont pas des questions subsidiaires, ce sont des il fait aussi questions son travail. C'est-à-dire importantes. qu'il faut qu'on le dise aussi, c'est des faits. Mais il y a Bien des sûr. questions qui relèvent du président Mais de il y la a des République, questions comme, la voilà. libération des Voilà, prisonniers, qui relèvent du comme président de la République. peut-être mettre en action le gouvernement ou même le Parlement pour dire, bah, écoutez, sur des telle ou sujets telle éminemment question politiques, électorale, quoi, en fait. il faut se mettre au travail. Donc il est aussi bon de voir le Il président n'est de la pas très République pour parler convaincu, de ces Brice, questions-là. mais enfin, je ne sais pas. Bah écoutez, moi ce que je souhaite, hein, c'est que C'est qu'ils tous viennent les... sur le plateau, c'est Tous ça les éléments, oui, pourquoi pas. Et tous les éléments, tous les ingrédients soient à l'intérieur pour qu'on aboutisse à une vraie réconciliation. Oui. Et tant qu'elle n'est pas politique, tant qu'elle n'est pas stratégique, tant qu'il n'y a pas une recherche d'intérêt, que cette réconciliation elle est vraie, qu'elle surtout elle profite aux Ivoiriens, ben, tant mieux. Dans le Moi, meilleur des mondes. Et moi, je crois que Pascal Affi-N'Guessan incarne vraiment cette volonté de réconciliation parce que dès après sa sortie de prison il y a quelques années, il a pris son bâton de pèlerin et sans, comme on dit, sans rancune, sans esprit de vengeance, il a essayé de rapprocher. Non, mais Pourquoi j'essaie de lire non, quelque chose dans non, vos non, pensées pour dire non, finalement. Non, mais allez, quand on moi, sort- je pense que bon, c'est un point de vue. Mais que c'était je- le seul de c'est un l'opposition. point de vue, c'est un Les point de autres vue étaient que en je- exil, les autres étaient en prison. C'est un point de vue que je Et respecte, Afi mais si on va était aller le sur- représentant du FPI qui dialoguait avec le pouvoir. C'est ce que Ça, je- c'est indéniable. C'est ce que je dis. Je dis que si on veut rester dans un... C'est un point de vue que je respecte. Et si on veut rester dans Et ta ce sont logique, aussi on pourra des dire faits. aussi... Mais ce sont des faits. On Mais pourra on dire pourra- aussi que- mais c'est ce que je dis. Mais On pourra également aussi dire que le chef de l'État fait des efforts dans le sens de la réconciliation. Oui, oui, Parce bien qu'il sûr. pose un certain nombre d'actions qui permettent quand même de décrisper la situation. On se dit aussi qu'il est en train de le faire. Donc, Mais donc vous me rejoignez. Ouais. Mais parce que Je- Afi a je vous toujours rejoins, dialogué justement. avec le pouvoir. je vous rejoins, mais Et- juste pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits aussi de part et d'autre, en fait. Mais bien Bien sûr, sûr, mais la précision en valait la on peine. parle de la même chose. Oui, on valait la peine, mais on revient évidemment sur Afi N'Guessan, et Alain l'a rappelé tout à l'heure, à lui qui a été quand même assez radical, notamment Lors sur, des- sur plusieurs... Enfin, Lors de la désobéissance civile, quand on étale même sur... Vous savez, Afi N'Guessan était l'un des tout premiers même, en 2010, à dénoncer ce qui se serait passé au nord, un bourrage des urnes, tout ça. Il a Plus véhément. il a été super véhément, on l'a vu en 2020. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui, et ça je rejoins tout ça là-dessus, qui est bien placé pour savoir que quand on est radical, c'est sûr que les conséquences peuvent être dramatiques pour l'ensemble du pays. Donc aujourd'hui, il pose un acte qui est d'appeler le président de la République à lui aussi, en tout cas amplifier son action en termes de, j'allais dire, de justice et de réconciliation. vis-à-vis des Finalement, acteurs comme politiques. Alain Lobognon, quand on sort de prison, on a le bâton de pèlerin, on devient un grand acteur de la réconciliation. Ah, même le Peut-être contraire pour m'aurait quand même surpris de la part de... Parce que la prison, écoutez, Ça- c'est fait pour nous amener à... Mais je pense qu'il est aussi mu par l'intérêt des Ivoiriens. J'espère que vous n'allez pas aller ça jusqu'à fait- présenter la prison comme une panacée en politique. Non, on Pas n'est du pas, tout, n'est pas pas du tout. là. Non, il y a des faits, vous parlez Très des bien. faits, il y a des faits. Il y en a deux Oui, qui non, mais étaient, quand enfin, ils sont vos sortis, ils ont pris conclusions le sur la bâton de pèlerin. question, on peut très bien avoir une vitalité démocratique
sans passer Sans par passer la par la case case prison. prison. Non, mais hein. la question, la Examen. réaction sur On la en a- prison, Non, c'est mais- pas par rapport à la politique. Non, mais je sais bien, Oui, je sais bien. c'est pas par rapport à la politique. Vous faites votre Pascal. Je fais mon analyse. On marque une pause. Pascal, comme a Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre décryptage. Le premier sujet concernait donc cette rencontre à Finguessan, Alassane Ouattara, avec son air de rapprochement. Bien, on en a parlé, on en a discuté, on en a débattu. Père de rapprochement, je suis toujours pas d'accord. Pour moi, ça reste toujours un... Mais il y a du rapprochement, M. Bois. Non, même le président de la République, il reçoit ses opposants les plus farouches. Enfin, voilà, mais ils ne sont pas en train de se rapprocher. Je pense qu'il faut toujours associer, à un certain moment, quand on est président de la République, il faut, dans les prises de décision à venir, il faut associer les opposants, comprendre en tout cas leur état d'esprit, parce qu'on gère le pays. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a eu cette vieille idée qui était que le président ne soit pas chef de parti. Même si après c'était un peu hypocrite, mais le président reçoit les opposants en qualité de père de la nation, permettez en griffe, et voilà, il leur parle. Moi, je pense que ça doit être un pacte républicain. Bon, alors je dis tout simplement que c'est votre point de vue. Il y en a 3 autres sur le plateau. Ils ne sont pas tous d'accord avec vous sur ce point de vue-là, et j'aimerais bien qu'on le souligne. Voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas dit que je Mais dois qui être vous a dit qu'on comme moi, n'était on va pas avancer. d'accord avec lui? Moi, On je va suis tout à contenter fait- moi, je- André en disant que c'est un aide d'apaisement. Non, moi, c'est l'air de rapprochement, l'air d'apaisement, je suis d'accord. Bah après, rapprochement, ça dépend pour se dire quoi. Allez, deuxième sujet. Celui-là concerne cette fois l'éducation, l'enseignement supérieur, où il y a peut-être besoin de rapprochement, vous me direz. Parce qu'il y a des mécontents. Eh bien, ce sont les docteurs non recrutés. Ils étaient rassemblés donc, au sein d'un collectif de docteurs. Donc, ils sont dans un collectif de docteurs non recrutés. Donc, c'était un rassemblement, donc, c'était hier, le 27. Ouais. Voilà, le 27, devant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au plateau. Marche pacifique prévue pour le 3 novembre prochain. Saisine du président de la République et du Premier ministre le 21 octobre en 2021. Plainte et proposition donc du collectif. Enfin, globalement, qu'est-ce qu'il dénonce? Eh bien, le manque de transparence dans le processus de recrutement et les frais liés à ce recrutement qu'ils jugent exorbitants. Élisée Bologbeu. Oui, on a tous vu. Il faut dire qu'il y a quelques semaines de cela, on a reçu le ministre de l'Enseignement supérieur sur ce plateau. Pardonnez-moi de vous reprendre la parole parce que je pense même que mieux que ça, il y en a qui s'expriment. Regardons cette vidéo. En réalité, il ne voulait pas lancer ce recrutement. C'est l'université d'Alois qui a lancé un recrutement complémentaire. Et on constate quelques jours après, le ministère de l'Enseignement supérieur, avec ses amis, s'est saisi du dossier et font un recrutement généralisé. Or, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas besoin de beaucoup de personnes, mais ils avaient plus besoin de notre argent. Et quand le recrutement est généralisé, toutes les universités, avec leur président, se sont assis de nuit pour décider ce qui allait se passer. C'est-à-dire que escroquer 3000 docteurs de Côte d'Ivoire. J'ai fini mon audition à Korogo à 15h et je devais me rendre sur Boaké parce que le lendemain matin très tôt, je devais être auditionné à Boaké, à l'université de Boaké. Je suis passé à l'audition à l'université de Boaké à 23h45 minutes. Et quand on a fini, on sort du campus 2, il était 0h07 minutes. Il n'y avait pratiquement personne. Sont concernés 3000 docteurs donc, qui demandent un décret spécial au président Ouattara pour leur recrutement. Alors, Élisée, vous parliez de l'intervention du ministre. Oui, je disais qu'on avait reçu le ministre la dernière fois ici et on avait tenté de comprendre avec lui comment se faisait ce processus. Il a estimé que c'était à la charge vraiment des universités, qu'il y avait une commission qui se réunissait et on permettait aux étudiants ou du moins aux docteurs qui voulaient intégrer l'enseignement de pouvoir venir défendre leur dossier. Il y avait une audition qui se passait. Mais au-delà de tout ça, moi quand j'entends ces propos et quand je vois le nombre de personnes qui postulent, 3000 docteurs, je pense que ça pose même la problématique même de la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Quand je dis la formation, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de former des gens qui... Le doctorat, c'est vrai que ce n'est pas un cycle qui est ouvert à tout le monde. Quand je dis ouvert à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a forcément les ressources, je dirais, financières et matérielles pour pouvoir aller jusqu'au doctorat. Donc, et intellectuel surtout. Et intellectuel, quand quelqu'un fait des efforts pour arriver jusqu'à ce niveau, je pense que l'État derrière doit pouvoir aussi créer des conditions d'absorption de ces doctorants-là. Ok. D'accord. Je veux dire, vous parliez tout à l'heure des propos de ministre. Je pense qu'on va, à l'arrière, on va se permettre de revoir un tout petit peu, pour se rafraîchir un tout petit peu la mémoire, de ce que le ministre disait à propos de cela.
Monsieur le ministre, il y a une question qui me taraude un peu à l'esprit, c'est la question des recrutements au niveau des enseignants au supérieur. Oui. Il faut dire que ça aussi, depuis un certain temps, quand même, ça fait un peu de grincement de dents, parce qu'apparemment, le système aurait été revu. Avant, c'était le ministère qui chapeautait, mais maintenant, on a donné la latitude aux universités de pouvoir eux-mêmes lancer les recrutements de leurs enseignants. Mais il s'avère que dans ce système-là, c'est encore décrié, ou du moins le mode de recrutement est encore décrié. Certains enseignants estiment qu'ils sont lésés et que les processus ne sont forcément pas les plus fiables et les plus clairs. Alors qu'aujourd'hui, on sait quand même qu'au niveau du CAMES, les résultats sont très bons pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Pourquoi on a ce système-là? Qu'est-ce qui explique ça? Non, mais vous savez, bon, le monde intellectuel est ainsi fait. On pinaille parfois sur des détails. Vous savez, c'est un processus qui est dynamique. Au fur et à mesure, on essaie de corriger. Mais aujourd'hui, bon, je vous assure, à l'époque, j'étais encore conseiller du président de la République. Je fais partie de ceux-mêmes qui ont milité fortement en faveur de l'instauration d'un vrai concours de recrutement des assistants. Okay. En ce sens qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de dire, bon, j'ai une thèse, vous venez vous déposer une thèse et puis on vous recrute. C'est terminé. Maintenant, c'est un vrai concours. Vous passez devant un jury, on vous écoute, on regarde vos travaux de thèse, vos travaux de recherche et on vous pose des questions même sur votre discipline. J'ai été souvent membre du jury, donc je sais comment ça se passe. On vous pose de vraies questions sur vos disciplines. Et ensuite, vous êtes noté et on vous classe. C'est exactement, on revient à ce que je disais tout à l'heure. On vous classe en fonction de vos notes et après cela, on regarde quel est le besoin en enseignant dans votre spécialité. Si par exemple, on a besoin de 2 personnes dans votre spécialité, on prend les 2 premiers. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous savez, les gens peuvent toujours dire des choses, mais une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Okay. Mais sinon, on a fait l'effort de faire en sorte que le processus soit le plus objectif possible. André, merci Élisée, parce qu'on a vu que c'était la réponse du ministre, mais également votre question, pour rafraîchir complètement la mémoire de nos téléspectateurs, ceux qui avaient posé la question. André, vous êtes docteur, je précise. Merci. Voilà, donc... Docteur en Enseignant-chercheur. Ouais, docteur, enseignant-chercheur. Voilà. Et donc, quand vous entendez la situation de vos pairs, entre guillemets, Ouais, mais moi, les expériences sont différentes? Ça me désole, effectivement. Les expériences sont différentes parce qu'à l'époque de nous, c'était une commission nationale qui siégeait. Ce n'était pas la même chose que maintenant. Enfin, il y avait une commission nationale, une seule commission qui siège à Abidjan et avec la participation de différentes universités. Et une fois que la commission a siégé, on choisit les différentes. Maintenant, ce que le ministre a dit, il a précisé, c'est chaque université qui auditionne justement ses candidats. Mais pour moi, la chose se résume en un seul mot, planification. C'est-à-dire que le ministère est vraiment responsable de ce qui se passe. C'est normal que ces jeunes-là réclament d'avoir du boulot, on en parlera, Alain a une piste, mais le ministère de l'enseignement supérieur, son travail, c'est de planifier l'encadrement des étudiants de Côte d'Ivoire avec des encadrants ou des encadreurs qui sont les docteurs. Donc quand il forme les docteurs, il a une planification, donc il ne peut pas former des gens alors qu'il sait qu'il ne va pas les utiliser. Mais pourquoi le problème est grave? Parce qu'il faut que vous sachiez que chaque docteur coûte beaucoup d'argent aux deniers publics. C'est-à-dire que chaque docteur qui soutient, il a un encadreur qui est payé pour ça, il a un jury qu'on ramène qui est payé, et donc il y a il y a même un budget de formation. Ça n'a rien à voir avec la formation qui dure 3 ans théoriquement, mais même quand il soutient, au moment où il soutient, les membres du jury qui viennent, soit ils sont 5 ou 6, chacun est payé, le responsable, le directeur de la thèse est payé, le président du jury est payé. Donc un ministère qui planifie avec les deniers publics, une chose comme ça, ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Il peut y avoir quelques docteurs qui n'arrivent pas à trouver du travail dans les universités publiques, parce qu'on reviendra aussi, on peut le comprendre. Mais là, avoir 3000 au regard des besoins de la Côte d'Ivoire, franchement, ce n'est pas une question du ministre actuel, mais il y a une faute même de l'ensemble, justement, du ministère qui ne prend pas à bras-le-corps la situation et ne planifie pas suffisamment. Allez-vous partager le point de vue d'André? En partie, parce que absorber 3000 diplômés du 3e cycle, je pense que c'est un peu compliqué. Moi, je n'ai pas les statistiques précises mais je suis d'accord. Pour savoir exactement quelles sont les spécialités des uns et des autres. Cela dépend aussi des besoins de l'État. Maintenant, 3000 personnes qui iraient enseigner à l'université, d'accord, mais dans quelles universités? Est-ce qu'il y a autant d'universités publiques et privées pour absorber ces diplômés-là? Juste une parenthèse, Donc, je vous laisse là-dessus. Juste une parenthèse.
la faute encore du ministère. C'est qu'aujourd'hui, à côté des universités publiques, il y a beaucoup d'universités privées. Il y en a même plus que le public. Sauf que pour être université privée, il y a des critères. Et parmi ces critères, il y a la présence des docteurs. Donc, ça veut dire que le ministère même peut considérer que ces docteurs-là ont aussi de la place dans le privé. Parce que, excusez-moi, je prends une université comme ça au hasard, l'université Nord-Sud, je ne suis pas sûr que d'ici 50 ans, ils ne seront pas là. Or, c'est à peu près ça que dure la vie d'un travailleur. Alors, concernant le ratio par enseignant dans nos universités, oui. Pour finir là-dessus, pour dire que s'il s'agit d'absorber les 3 000 dans le privé, je ne suis pas convaincu qu'on est dans la vérité. Mais s'il s'agit d'ouvrir des pistes pour ces docteurs-là, parce qu'il y a des universités privées qui existent, je pense que le ministère doit travailler à trouver des contrats avec ces privés-là pour qu'on absorbe ces docteurs. Ou même des entreprises, d'autres entreprises, parce que je comprends leur droit à l'emploi public, c'est normal, mais il faut peut-être envisager d'autres pistes, parce que là se pose aussi la question de l'adéquation entre la formation et les emplois disponibles. Je ne pense pas que les 3 000 veuillent forcément aller dans des universités pour enseigner. Bon, ils font la demande parce que c'est... C'est le groupe, en fait. Voilà, c'est le groupe, etc. Mais l'État peut peut-être entamer un dialogue avec les entreprises privées pour savoir comment ceux qui sont en mesure, en fonction de leur formation, ceux qui peuvent aller travailler dans des entreprises privées. Voilà. En tout cas, concernant les griefs et propositions du collectif de docteurs non recrutés, on note ceci. Eh bien, le ratio par enseignant dans l'université est plus de 50. Certains l'estiment à 75. Donc, 75 étudiants par enseignant, là où la norme préconise 25. Donc, il faut, en termes de propositions, il faut donc un recrutement à très grande échelle des docteurs, comme celui des 2000 assistants recrutés au Cameroun, à la suite d'un décret spécial qui date de novembre 2018. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que oui, l'État a le budget? C'est une vraie question. C'est ça. C'est-à-dire qu'on devrait même avoir tout un sujet avec le ministre sur justement les moyens qu'on met à la disposition pour encadrer justement tous ces étudiants. Vous parlez de moyens, je poursuis, sur les propos des docteurs. Les docteurs peuvent assurer donc des postes de conseillers, de chargés de mission dans différents ministères. Vous en parlez un tout petit peu. Affecter d'autres docteurs selon leur spécialité à ces postes comme fonctionnaires qui pourraient redynamiser les ministères qui seront objectivement des instruments des services publics. Ou encore, l'État ivoirien englouti, ils le disent, environ 40 milliards pour orienter des étudiants vers des universités privées. Pourquoi ne pas dire villas privées dans la majeure partie, dont la majeure partie n'a pas l'homologation du ministère de l'enseignement supérieur. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'André disait tout à l'heure. Aujourd'hui, pour être université, il y a des critères, je n'ai pas exactement l'ensemble des critères, mais parmi ces critères, il y a la présence de docteurs. Et donc, la question... Et puis, le rôle du ministère, enfin, c'est comme ça fonctionnent les administrations dans le monde, c'est d'avoir des contrats d'objectifs avec ceux qui sont chargés de faire de l'enseignement privé. On vous dit, chaque année, vous avez 2000 étudiants, les 2000 étudiants, il vous faut 50 docteurs, 100 docteurs. Et vous allez recruter, les 3000 sont là. On n'a pas de contrat d'objectifs quand on délègue justement des pouvoirs qui sont les pouvoirs régaliens. C'est à l'État de former. Mais quand il délègue au privé, il faut qu'il leur fixe des objectifs. Et il y en a qui vont sortir quand ils ne les atteignent pas, etc., etc. Donc en fait, tout le travail aussi, de mon point de vue, n'est pas suffisamment fait. Pascal, on ne vous a pas beaucoup entendu depuis. Vous savez, c'est la question que je me pose, c'est 3000 docteurs, pour en faire quoi? Quand vous me parlez de les faire absorber, entre autres par la fonction publique, j'ai peur, parce que vous savez... Non, mais c'est pas ce qu'on dit. On dit on ne peut pas. Oui, enfin, un problème de moyens. Dans leurs revendications, ils proposent d'entrer dans des cabinets, de devenir des conseillers. Mais c'est là toute la mentalité, la problématique de notre pays. Quand vous décidez de poursuivre des études jusqu'à aller au doctorat... Au bac plus 8. Oui, c'est que vous avez des perspectives. C'est que vous avez un pays qui vous offre ces perspectives-là et qui vous les met en visibilité, mais vous avez... Peut-être qu'on voulait présenter. Je vais terminer. Si vous n'avez pas de perspective, soyons très sérieux. On a un ministère de la formation professionnelle, on est dans un pays où il y a beaucoup d'informels, certes, on encourage l'entrepreneuriat, et puis c'est vrai, il nous faut des matières grises, des formations de très haut niveau pour faire monter tout ceci vers le haut. Je n'en disconviens pas. Mais arriver à avoir 3000 docteurs qui cherchent à se faire en premier lieu absorbés par la fonction publique, c'est une mentalité qu'il faut absolument combattre. Ils décident, est-ce qu'ils y pensent maintenant par défaut? Parce que l'objectif, c'est pas, ils décident d'aller jusqu'à bac plus 8 pour devenir conseiller. Ils disent, bon, il n'y a pas de solution en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut nous reverser au niveau des ministères, par exemple? Oui, le problème, c'est que c'est l'État qui paye. Est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui d'absorber 3000 personnes, parce que
bien sûr, l'État peut peut-être financer la formation, mais ensuite, les salaires ne sont pas du même niveau que le coût des formations. Parce que là, Donc, personne ne m'a il y suivi a un dessus problème. depuis, j'en parle, je suis obligé de revenir là-dessus. Il disait, je vous reproche de faire des répétitions, mais je vais la faire. Mais je parle de planification. Excusez-moi, moi je veux entendre un responsable, si vous avez évoqué la formation, nous dire de combien de docteurs aurons-nous besoin en 2030, par exemple. Et dans quelle Je matière? veux Ça dire, dépend des c'est- spécialités. Non, je ne suis pas en train de parler de spécialité, je suis en train de dire, globalement, un ministère, un enseignant peut dire, bon, nous, d'ici tel nombre d'années, on a besoin de 50 enseignants. Après, on va rentrer dans le détail. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire. Mais ce travail est qu'on certainement planifie fait. Ah ben non, Ce c'est travail pour est ça, certainement fait. je pense, parce que vous dites c'est certainement fait, moi je pense que c'est pour ça qu'on a ce problème. Parce que si ce travail avait été fait, je vais vous donner un exemple, c'est exactement ce que disait tout à l'heure ma très chère Pascal. Il se trouve que la perspective dont on parle, elle est simplement offerte par les universités. Parce que, excusez-moi, si vous savez que dans 5 ans, vous aurez à mettre sur le marché pour l'enseignement supérieur, privé ou public, ou pour les autres, pour les administrations diverses, 50 docteurs, ben, vous vous préparez à en former 50. Mais pourquoi on forme des docteurs alors qu'on ignore les conditions d'emploi de ces docteurs? C'est ça aussi le rôle de l'école, c'est d'orienter, c'est de former, c'est de choisir. C'est ça que Oui, je mais veux l'une des dire. réponses aussi, c'est peut-être l'absence de structure pour les accueillir. Si on avait des universités dans chacune des régions, sans doute que ce lot de professeurs... Mais donc planification. Oui, Parce mais qu'on sait écoutez, qu'on n'a pas les universités, pourquoi on on va- les forme? Non, mais ce que on vous va- êtes en train de dire, on c'est va qu'on à un va former rythme des qui est- docteurs pour former des docteurs pour former des docteurs, Non, c'est pas ça? forcément. Parce Je veux que, dire, parce le qu'à un pays va moment à un donné, il faut, rythme qui est il faut fonction aussi des moyens dont adapter, il dispose. c'est la fameuse question de l'adéquation, et cette phrase, vous la connaissez Et tous, formation, oui. entre la formation Et les besoins l'emploi. et les besoins du marché. oui. Et on se retrouve avec des secteurs entiers, comme les secteurs du BTP, qui ont un manque criard en compétences, en experts. ouais. En Côte d'Ivoire, on manque de conducteurs de travaux, on manque d'ingénieurs. Combien de sociétés qui ne sont pas ivoiriennes, mais même quand elles viennent et qu'elles veulent faire travailler des Ivoiriens, ne trouvent pas les compétences nécessaires. Et on a des docteurs en géographie, on a des docteurs en histoire. Oui, mais ce n'est pas mauvais non plus. Je n'ai pas dit ça, mais en fait, quand Oui, on en a 3000, oui. vous en faites Parce quoi? qu'aujourd'hui, avec la Non, mondialisation, 3000 sont pas les effectivement, 3000, on a Ben, besoin... j'espère bien. Donc, Non, commençons-nous on déjà à déterminer, en fait, ces 3000-là, ils représentent quel secteur Mais c'est ce spécifique. qu'on a demandé. Et on va n'a pas les inviter ici, statistiques. on Donc, va vous parlez- inviter vous ici. voyez la Mais planification. ce que vous dites, si vous ne Non, planifiez au pas, comment vous voulez savoir que vous avez besoin de 20 docteurs chimistes? Moi, je Alors, Ça, pense- c'est planifié sur Mais papier, moi, je mais pense qu'en aussi, réalité, ça- je pense qu'arrivé à un certain moment aussi, il ne faut pas aussi faire de la surenchère. Faut qu'on soit aussi réaliste. Là pour dire quoi? Oui, je viens. Qui fait de la surenchère? Non, C'est je notre viens. rôle essentiel Moi, ici je viens, aussi, je hein. viens. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on est en train de parler des docteurs. Mais en termes de personnes formées par le système éducatif et même l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, ça va au-delà des 3000. Il y en a Oui. plusieurs. L'insertion reste un réel problème. L'insertion socio-professionnelle même des diplômés en Côte d'Ivoire est un réel problème de façon globale et de façon générale. Un petit goulot d'étranglement. Voilà, c'est un réel problème. Donc aujourd'hui, c'est une question qui mérite d'être traitée de façon globale. C'est-à-dire aujourd'hui, comment on oriente notre formation pour qu'au moins on rassure que les 70% ou les 75% de diplômés, au terme de leur formation, auront cette possibilité-là de s'insérer dans le tissu social. C'est une réflexion qui, je pense, doit être globale. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des docteurs, c'est normal, parce que, comme André le disait, les perspectives, pour eux, quand ils arrivent jusqu'à ce niveau, les premières perspectives qui s'offrent pour eux, logiquement, c'est l'enseignement supérieur. C'est ce qu'eux voient. Mais pourtant, ils peuvent aller dans le privé, mais- ils peuvent aller dans Non, d'autres... ça, Oui, c'est mais c'est ce que vraiment je dis. C'est-à-dire que parce que- c'est ce qu'ils voient en premier, en fait. Voilà, c'est ce qu'ils voient. Alors qu'il faut qu'ils Mais- arrêtent de le voir comme ça. Mais Parce parce que qu'ils ne peuvent pas arrêter de voir parce que tu as une mais, institution qui les a formés. mais Enfin, au-delà une même de institution ça, tu peux pas, reconnue tu à peux ce pas moment-là. arrêter de. Dans tous les Non, pays- tu peux. dans Je, tous je les viens, pays du je viens, monde. Pascal, tu peux pas arrêter de voir ça comme ça, parce que en même temps qu'on est en train de te former, ou que toi-même tu subis la formation, tu te rends compte en tant que personne en train d'être formée les besoins réels même sur le campus, à l'université, dans les universités, on sent des besoins Monsieur réels d'enseignants. Bolouba, Monsieur On voit des Bolouba. moments où on trouve Ce des que- amphis où on n'a même pas d'enseignants. Ce- On Monsieur peut se taper Bolouba, des semaines sans. Monsieur bien. Bolouba, ce que disent les futurs marcheurs du 3 novembre, c'est qu'ils reprochent deux choses essentielles. Oui. Outre ce qu'on a entendu le monsieur dire, c'est qu'il il est arrivé à 9h du matin parce qu'on lui a dit qu'il est passé à 23h. C'est la transparence dans le processus. Finalement, c'est de ça dont aussi ils se plaignent. Je pense bien que ce ne sont pas des assistés finis et qu'ils avaient bien compris qu'une partie sera absorbée par le système
étatique et une autre aura Mais vocation Pascal, là, tu à m'as chercher. coupé. Non, mais Terminé, Élisée, non, quelques- mais- bon, vous avez quelques minutes, terminez. non, mais ce que Tu je veux veux, pas ce que je contre veux- Rio, tu veux... Bon, allez-y. non. Ce que je veux vous dire, 15 c'est qu'ils ont, secondes ils ont, pour ils ça. ont bien, ils ont bien compris ça. Mais ce qu'ils disent, par exemple, on dit que c'est un concours. Pourquoi il y a des frais? On dit que c'est exorbitant. Ils sont de combien? Hein? Mais les concours C'est- Côte d'Ivoire c'est ça. tous des frais. Ils ont Ah, mais posé, Pascal, vous êtes dans Côte d'Ivoire ou pas? Les ils ont concours Côte posé d'Ivoire de tous des vraies frais. questions. Ils ont dit les frais sont exorbitants, il y a un manque de transparence dans le processus C'est ça. et ils ne comprennent pas pourquoi les process du recrutement concours, sont de opaques. recrutement sont opaques et vont au-delà, puisqu'il le dit, d'heures C'est ça. Bon, d'heures des heures décentes. indues. Même oui. intellectuellement, tu ne peux même pas expliquer ta thèse si tu es À auditionné 23 heures, il faut être tu sérieux. expliques. Il Enfin, y a un vrai problème. tu fais une commission à 23 heures pour expliquer ta thèse. Donc, ils ont circonscrit aussi ce pourquoi ils voulaient qu'on résolve leurs problèmes. Élisée, 15 secondes pour terminer, pour répondre. Non, je suis en train de... En fait, Terminé, alors. je réfléchissais sur sa démarche parce que ça ne vient pas à Ne, contrarier vous ce ne que tu es en train de réfléchissez dire. pas Donc, sur ma terminé. dé- Voilà, je suis en train d'expliquer pour dire que la question même de l'emploi, c'est une question générale au niveau de la jeunesse, c'est une question globale. On ne peut pas la traiter de façon spécifique. Mais Parce sauf que qu'Olysée, il se trouve que ce soir, on aborde la question des je docteurs. suis d'accord, On aborde mais la question non, mais on est en train d'aborder la question des docteurs. Je suis d'avis, mais les docteurs ne sont pas un monde isolé dans Ce sont eux la qui Côte se d'Ivoire. qui se sont fait La question, remarquer c'est pas une volonté d'emploi qui est isolée du système d'emploi. En tout cas, ils font des Oui, propositions. c'est hein. une réalité. Vous mettez d'accord sur la question. Hein. Ils font des propositions, ces docteurs non recrutés. Hein, la prise d'un décret exceptionnel par son Excellence, le docteur. Pour les Alassane recruter, les 3000, Ouattara. c'est ça, pour les recruter, les 3000. Oui, pour les recruter, mais pas forcément à la C'est fonction une publique. habitude Je- bien Un ivoirienne. audit exceptionnel. Un audit. Mais Un audit écoutons, systématique du écoutons. concours de recrutement des assistants sur les 5 dernières années. Le remboursement immédiat et le dédommagement des docteurs ayant postulé dans des départements où aucun candidat n'a été retenu. La réforme du système de recrutement des assistants avec la suppression immédiate des auditions. La réduction des documents afférents au concours. La suppression du système de parrainage. Et puis je termine. La mise sur pied d'une commission nationale de recrutement unique pour les sessions futures à un coût fixe et réduit, valable pour toutes les universités publiques et guidées par le principe d'équité et d'objectivité. Mais il ne devrait même pas y avoir de coût. Pourquoi même Là, par contre, l'État lui-même. J'ai Non, 30 c'est pas- secondes pour 30 terminer secondes, ce mais sujet. il ne devrait même pas y avoir de coût parce que, écoutez, l'État de Côte d'Ivoire a besoin de docteurs. On sait qu'il n'a pas assez de moyens. On est d'accord là-dessus. Le peu qu'il doit recruter, il ne doit même pas leur demander de payer quoi que ce soit. C'est ça. Parce qu'il en a besoin. Donc, demandez à des gens. Bon, on paye en quelque chose pour organiser les... Élisée l'a dit, Non, mais le l'État- peu que quoi Non, que mais ce soit. l'État Parce que peut le eux-mêmes- faire. Si ça se trouve, on a besoin de 10 000 Attends, docteurs. organiser. On a besoin de quoi dans les universités pour recevoir les docteurs On C'est-à-dire n'a pas- qu'une université on qui a n'a déjà pas un besoin de amphi, le qui a déjà... faire. Quelle autre, j'allais dire, dépense qu'on va effectuer pour les recevoir Oui. Pourquoi Je on leur pense- demande des frais Voilà, Parce je- que les frais de concours, c'est pour payer du papier, pour payer des choses, mais vous recevez des gens pour Non, les mais c'est à auditionner. l'État de le C'est faire. quels frais Et qu'on puis, doit et Il puis faut cette être sérieux. bureaucratie, là, faire des photocopies à n'en plus finir de tel ou tel document, Alors, à un moment soit- donné aussi, il faut arrêter. C'est ça. Soit ils sont très mauvais parce que vous avez dit qu'il y en a qui ont passé des auditions, on n'a retenu aucun. Alors, soit ils sont très mauvais, il faut revoir le système. Mais alors, Mais pourquoi faire passer faut des vraiment auditions et n'en que je retenir réagisse là-dessus. aucun C'est ça. Parce que ça Rapidement rejoint la là-dessus. planification dont il J'en parle. connais, excusez-moi, juste des gens qui ont été formés à l'étranger. Mais ça, c'est important, juste on termine là-dessus. Ils ont été formés à l'étranger. Et vous savez, quand l'État finance des bourses à l'étranger, ici, la bourse, il me semble que c'est 50 000. Quand l'État paye 3 ans de formation des TESA à l'étranger, ça coûte 600 €. Donc ça fait 400 000. Donc vous imaginez que l'État de Côte d'Ivoire donne 400 000 francs à des gens pendant 3 ans et ils reviennent pour passer un concours à Abidjan et on nous dit qu'on n'en retient aucun. Mais écoutez, là, il y a un vrai problème. Il va falloir qu'un instant, soit ça l'inspecteur général Ça, des c'est le jury qui est très mauvais, ça, réagisse, c'est les mais étudiants qui sont très C'est même mauvais. pas possible. C'est En l'argent vrai du contribuable qui est gaspillé. Merci, mais on vous a bien compris, André. On va surtout aller à la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Left Talk pour la dernière partie de notre soirée de décryptage. Eh bien, un sujet à l'international, ce n'est pas tous les jours qu'on en a. Ben, celui-là concerne donc la restitution d'œuvres africaines par la France. Eh bien, on a tous assisté, enfin, on a eu vent de cette cérémonie, pour certains, je ne dirais pas les uns et les autres, les uns et peut-être pas les autres, à cette cérémonie organisée donc par le président Emmanuel Macron, et c'est en présence du chef de la diplomatie béninoise. C'était hier, le 27. Bon, cette cérémonie avait pour objet donc la restitution de 26 œuvres au Bénin, jusqu'ici exposées au musée du Quai Branly à Paris. Eh bien, les œuvres restituées au Bénin sont exposées désormais au public jusqu'au dimanche 31 au même musée. Donc, en fait, Il faut juste La rappeler aussi culture, que vous avez y a- du y a- mal, c'est ça oui,
C'était la cérémonie sur le Bénin, mais la Côte d'Ivoire aussi a Oui, c'est un bénéficié ensemble de pays qui, de la voilà, restitution qui sont du concernés. tambour. Il y a un tambour ébrié qui revient aussi. Mais moi, je voulais remercier, je voulais remercier la France. Ah oui. Oui, parce que cette restitution nous permet. Je vais faire un trait J'ai eu d'humour. Je vais faire un trait d'humour. On a eu la chance de voir revenir. André Bois. André Bois nous a été restitué. Il est venu très avec quelques bien, flanqué attributs. d'une statuette. Non, mais c'est Il est venu très avec quelques bien que attributs, vous c'est vrai. en C'est parliez vrai parce que que les principaux moi, se ma sont perdus voisine, en chemin. et comme elle, un bon nombre d'Ivoiriens, donc nos téléspectateurs, me sont posés une question. Qu'est-ce que nos œuvres faisaient en France pour qu'on les restitue? Mais elles ont été volées. Mais Comment elles c'était sont dit à Comment l'époque elles se sont retrouvées en coloniale. France? Parce que, par exemple, on prend elles le ont cas été du volées. Bénin, Béhanzin, par exemple, quand il a été Déportés? déporté, c'est le mot. Enfin, un jour, on pourra en débattre. Parce qu'on Oui, parce parle que- beaucoup de déportés, quelqu'un qui a été déporté, si j'en parle pas très souvent. Mais quand Béhanzin, Béhanzin déjà, a été déporté, l'un on des est d'accord. premiers, oui. Quand Béhanzin a été déporté, voilà, il y a des gens qui ont vu que les objets, notamment le siège de Béhanzin, qui était un beau siège, etc., ils sont partis avec. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça qui font partie aussi Mais de notre pourquoi notre depuis histoire. Béhanzin, l'œuvre a été volée Ouais. et c'est que maintenant qu'on la Bon, restitue? alors, Mais parce que, j'ai eu la chance d'aller au musée du Quai Branly. C'est un musée magnifique. Et Avec les œuvres- œuvres, oui, allez-y. Oui, avec les œuvres œuvres volées, en fait. africaines, avec les œuvres d'Amérique du Sud. Toutes les œuvres ne sont pas volées, mais c'est vrai. Ouais, C'est bah, vrai que la thématique du musée, qui est un musée qui a été par Chirac. créé par Jacques Chirac et qui était très porté sur les civilisations primaires de l'Amérique du Sud, de l'Afrique. C'était un grand amoureux de l'art asiatique aussi. C'est un musée qui est magnifique. La plupart des œuvres, c'est vrai, ont été des œuvres qui ont été rapportées, pillées, volées du temps des conquêtes impérialistes et coloniales et qui sont maintenant magnifiquement exposées dans ce musée. Donc oui, elles n'appartiennent pas toutes à la France. Elles sont là par la force des choses et par la force de la puissance qui est venue les prendre. Maintenant, est-ce qu'il fallait les restituer? Je vais aller vraiment à contre-courant. Vous allez combien de fois au musée ici en Côte d'Ivoire? Non, ça, ce sont des préjugés Non. culturels. Non, Non. ce n'est pas des préjugés culturels. Je suis déjà allée par 2 fois au musée des arts et civilisations Oui. au plateau. Mais si on nous a tout J'ai pillé, vu- qu'est-ce j'ai- qu'on pourrait Non, aller on ne nous a pas visiter? tout Non, mais pillé parce Pascal, que l'art Il y a n'est une pas, ce n'est déterminée, pas Pascal, en 10 conscient. secondes, allez L'art réagir. n'est pas conscient, il peut être aussi contemporain. Non. Moi, j'ai vu Reste 3 sur personnes l'idée, au avant de- musée. reste Très sur bien. l'idée Et de- toi, de- allez répondre à Non, ça. moi, je pense que c'est totalement dérisoire. Des centaines de milliers d'œuvres ont été volées, pillées. Elles vont venir mourir ici. Et non. Ça encore, ce sont des préjugés. Il n'y a Non. pas un Non, peuple qui ça, peut pour le prendre... coup, je la rejoins. Même Elles fois, vont venir mourir Non, ici. mais Allez, là terminez, encore, terminez. Il aurait des fallu préjugés. demander des Allez, terminez. dividendes. Vous laissez, au s'il vous musée. plaît, Alain, On terminer. va Tous les réagir deux, par rapport à ça. André, Pascal, vous laissez Alain terminer. Écoutez, des centaines de milliers d'œuvres ont été volées. La France, pour ce qui concerne les pays africains, on parle d'environ 90 000 œuvres. Et là, elle en restitue quelques dizaines. Ce qui est dérisoire. Voilà, ce qui est dérisoire, c'est comme une goutte d'eau dans le désert. Donc, je pense que, bon, on n'a pas assez de temps, mais à un moment donné, il faut arrêter de se moquer des peuples africains. On nous dit, on restitue les œuvres, et puis on va s'arranger pour que ces œuvres reviennent dans des musées. Mais il faut réparer. Ce sont des centaines de millions d'euros qu'il faudrait sans Il faut doute réparer payer. quoi? Ben, réparation. Quand vous jouissez d'un bien qui n'est pas à vous pendant des décennies et qu'après vous revenez le poser gentiment en disant je vous le redonne, mais de temps à autre il reviendra dans mon musée, à un moment donné, il faut Donnez-moi arrêter. 5 secondes, je fais une parenthèse. Pour visiter le Quai Branly, vous avez payé? Oui. Très bien. Combien? Oh, je sais plus. En tout cas, vous avez Bon, payé. vous avez payé, Donc, voilà. vous imaginez que c'est payant pour regarder les œuvres. Oui. Donc on les restitue. Alain il dit, ok, c'est bien, mais il faut à un moment donné, ces œuvres-là ont permis que vous ayez de l'argent. Donc il est important que vous restituiez un petit peu. Alors ceux qui ont fait la démarche auraient... Bon, Alain a fini. Ceux qui ont Pascal, fait la allez, démarche... non, Élisée, Non, faut mais qu'on- on n'a Élisée, pas réagissez. assez de temps. Allez-y, Après, on va Élisée. revenir là-dessus. ouais. D'accord, ok. Moi, je suis pas d'accord avec Pascal. Même si elle estime que quand les œuvres vont venir ici, les œuvres vont mourir, personne ne va au musée. Ce n'est pas là la question. La question, à qui appartient ces œuvres? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Même ont-elles si été volées? ces œuvres, moi, Il n'y a m'appartiennent. pas que ça. Attendez. Si moi, les œuvres m'appartiennent, ce que j'en fais me concerne moi et moi Bien seul. sûr. Toujours est-il que les œuvres sont à moi. Donc, on me les restitue. Très Ce bien. que j'en Est-ce fais qu'on après, peut ne vous réagir êtes- par rapport à ça? Je Parce que reviens. vous partagez Ce que j'en fais après ne vous regarde pas. Et je pense aussi que si ces œuvres, comme on a commencé à les restituer, on commence à les restituer comme ça. Et comme Alain le disait, on a plus de 90 000 œuvres qui ont disparu, donc on n'a même pas encore les traces. Si on arrive déjà à restituer une centaine, je pense que déjà la présence de ces centaines-là va amener les uns et les autres à vouloir découvrir. Parce que l'abattage médiatique qu'il y a eu autour
de la restitution. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à Abidjan, qui sont en Afrique, qui attendent de voir ces œuvres-là. Ces œuvres qui aujourd'hui ont suscité tant d'émoi dans l'opinion. Combien de fois Très bien. Alors, à gauche, vous n'êtes pas d'accord. d'accord avec les deux hommes en gris. Il y a une ligne de démarcation. C'est une vraie ligne magique. Je voudrais dire que On est propriétaire ce de que je l'œuvre. pense, c'est toujours ma rengaine pour moi. C'est pas, franchement, je trouve que, et là je vais attaquer frontalement Alain, c'est un peu souvent démago de dire les peuples africains. C'est un problème d'État africain. Les États, moi, ce n'est pas les peuples africains. Les États africains, et je ne suis pas d'accord quand elle dit que les Africains, les peuples n'aiment pas aller au musée. C'est Non, parce non, j'ai que pas dit ça. J'ai l'offre demandé la muséale, dernière fois que je j'étais pense, allée au oui, musée. d'accord. Non, il a la parole. J'ai pas dit André a ça, la j'ai pas parole. dit ça. C'est parce que Non, mais l'offre j'ai pas dit muséale de la part de nos États J'ai pas dit est ça. nulle. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà, Et je donc, rejoins André, et je donc, rejoins c'est tellement pas les André. peuples. Il n'empêche que... S'il vous plaît, ne vous parlez pas tous Non, ensemble. et Non. parce que pour moi, ce n'est pas les peuples. Je rejoins C'est André vraiment sur la ce coup. crainte. Je rejoins Et André. là où je la rejoins encore, la crainte, elle est légitime. Nos pays n'ont pas démontré leur capacité. Non, ça c'est de l'infantilisation. Mais Non, arrêtez mais donc. c'est pas Mais ça. attendez André, Ce n'est où pas est-ce que de vous allez êtes- chercher on a ça? pas- le Mais musée, non, est-ce que mais vous savez non, que mais c'est non. récemment, en 2012 ou en 2013, et alors qu'on a réhabilité Combien de le musée. classes, alors combien Ah, de mais déjà, on a classes réhabilité, Alain. Combien de S'il vous plaît. Déjà, on a réhabilité. Bon, Alain. Pascal, 5 secondes. Allez-y, André, merci. 5 secondes, Merci, Pascal. 5 secondes. André, merci. Non, non, Alain, non. Vous êtes Non, Alain, non. vous êtes un Non, agent de la non, néocolonisation. non, Non, c'est pas normal. Ben non, pourquoi est-ce que vous voulez infantiliser sort les des peuples grands noms. africains? Bon. Ben non, André. En tout cas- Attendez, moi je suis scandalisé. Mais voilà, voilà. Attends, c'est pas possible. Non, non. Que Alain soit scandalisé de cette situation. Combien de classes de primaire en Côte d'Ivoire à qui on impose dans le programme de faire une visite Ça, ce sont une des fois préjugés, André. Donc la culture, non mais Mais Je Pascal, pose une question. Pascal, Bon, Pascal, ramenez- Pascal, je ce pose n'est pas une parce que cela a été question. le cas Mais je jusqu'à peux maintenant poser une qu'on ne peut question. plus. C'est pas parce Ramenez que ça a été nos le cas œuvres. jusqu'à maintenant qu'on ne peut Ramenez plus. les œuvres On aux peut plus Africains. refaire les Ramenez vos choses. œuvres. Non, Mais battez-vous attends, pour quand même, avoir des parce que- dividendes. vous parlez Juste une ensemble. précision, et Alain l'a dit d'une certaine façon, il y a des œuvres qui sont ramenées définitivement et il y a certaines œuvres qui vont venir repartir. Parce que je Mais pense qu'elles reviennent vite. je pense qu'aujourd'hui, de façon mondiale, ces œuvres-là font partie du patrimoine mondial. Ce n'est pas seulement dans le patrimoine africain. Oui, On mais qu'elles peut- viennent en quand la Afrique. France les Vous êtes à la protège, base, vous êtes à la base de La tous France ces les protège réfugiés sur comment? ce plateau. c'est aussi une bonne Et je chose. vous La permets- France les protège Nous sommes à la comment? base. Pascal. Combien de classes de primaire, de collège, de lycée vont au musée national ou ce qu'on a comme galerie ici en Côte d'Ivoire Elles iront dans quand les œuvres seront Mais là. bien sûr, je Vous suis d'accord attendez, avec vous Alain. attendez le Quand retour les de œuvres 26 malheureuses œuvres pour envoyer C'est les pas classes grave, au mais primaire. on commencera par Pourquoi elles. pensez qu'elles sont C'est la malheureuses? première Pourquoi pensez question. qu'elles sont Deuxième malheureuses? Non, non, au question. nombre, Elles ont en enrichi. comparaison, en Je vais comparaison, terminer ma en question. comparaison, voilà. Je vais On a terminer 10 ma 000 question, personnes. Brice. Combien de classes effectuent ces démarches-là dans l'année? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux sur les périodes antérieures et sur celles à venir de négocier des dividendes sur les coûts d'entrée dans ces musées-là et puis récupérer cet argent pour nous faire de beaux et grands musées, quitte à faire des expositions On est J'avais dans dit Mais l'émotion secondes, il n'est Pascal. jamais à cette perpétuelle. étape pour bien faire, Pascal. Non, Mais si on vous est dites dans que l'émotion perpétuelle. Non, je suis pas Pas du d'accord. tout. Il On n'est va- jamais à cette étape pour bien on va- faire. on va- Si vous y avez pensé, Élisée. certainement qu'il y a des gens qui y ont pensé. Merci, Élisée. Donc, Merci. On veut des qu'on nous restitue ce qui nous réparations appartient et puis on verra Merci. ce qu'on fera après. On a été très Restitution heureux. et réparation financière. On a Non, été très business heureux. et profitons justement de l'amour que les Européens ont pour ces œuvres pour avoir un peu Nous les d'argent. aimons plus que les Européens. Bon, ok. Donc qu'elles reviennent en S'il vous plaît, la parole en à Afrique. Brice. Non, mais je m'apprête à partir. Allez, on se retrouve lundi. Merci.